Cette semaine, on reçoit Mathieu Marayo, qui est apnéiste. Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire jusqu'à quelle profondeur l'homme est capable de descendre en apnée. Moi, il n'y a aucun endroit sur Terre où je peux me sentir aussi bien qu'en profondeur. Tu peux avoir des hallucinations. Moi, j'ai déjà vu des gens, entendu des voix sous l'eau. Au lieu d'avoir la sensation de remonter à la surface, j'avais la sensation de descendre. What's up les boys, j'espère que ça va. Cette semaine, on reçoit Mathieu Marayo, qui est apnéiste. L'apnée, c'est un sport voilà, qu'on connaît tous plus ou moins, avec des films comme Le Grand Bleu, etc. Mais avec Mathieu, on va aller plus loin que ça, pour vraiment découvrir ce sport, peut-être l'aspect mental qui est aussi. Et il y a d'autres sujets qu'on va aborder. Donc Mathieu, bienvenue dans le podcast. Je te serre la main quand même. Salut Quentin, merci de me recevoir. Avec plaisir, comment tu vas? Très très bien, ouais, ça fait plaisir enfin depuis le temps qu'on échange. Ah ouais, qu'on échange beaucoup sur Teams avec des connexions qui parfois ne marchent pas, avec des PC qui rament. On a un peu tout vécu, donc pareil, je suis content aussi de t'avoir dans le podcast. Plaisir partagé. C'est cool qu'on puisse faire ça parce que pareil, t'as une grosse actu, tu bouges partout. Mais voilà, je te dis, moi l'apnée, ce qui est cool, c'est que c'est un sport, je pense qu'on connaît tous avec des films mythiques comme Le Grand Bleu. Et content qu'on puisse parler de ça avec toi. Parce qu'il y a plein d'aspects, il n'y a pas que l'aspect sportif, tu vois, qu'on peut parler, il y a l'aspect mental, psychologique. Mais écoute, est-ce que, voilà, rapidement, tu pourrais te présenter aux personnes qui nous écoutent? Bien sûr. Si là, je te pose la question, qui est Mathieu Marayo, à l'heure où je te parle, qu'est-ce que tu répondrais? Je te répondrai que je suis apnéiste pro, spécialisé dans la profondeur. Je suis aussi ancien pompier de Paris, donc voilà, c'est... D'où le physique. Ouais, un petit peu. Là, quand même, physique. Donc j'ai commencé l'apnée il y a un peu plus de 10 ans maintenant, suite à un voyage. Et voilà, ça a été un changement de vie, un virage à 180 que j'ai pris. Et aujourd'hui, je pratique de manière, on va dire, semi-professionnelle parce que je vis pas pleinement de mon sport. Mais voilà, ça occupe une grande partie de mon quotidien, on va dire. C'est sûr. Et quand tu parles tu vois, ça change ta vie, est-ce que l'apnée, c'est un... Tu entends beaucoup dire que ceux qui font de la musculation, etc., la musculation, c'est un style de vie. Est-ce que tu dirais que l'apnée aussi, c'est un style de vie? Oui, complètement. Moi, j'ai toujours un petit peu ça dans un coin de ma tête, en fonction de ce que je fais, de ce que je mange, comment je vais m'entraîner. Il y a toujours en fait une part de réflexion en lien avec mon sport. Et puis ouais, d'un aspect un peu plus mental, tu disais tout à l'heure spirituel. Effectivement, c'est un sport qui est très porté sur le mental et on en reviendra après, mais moi ça m'a aussi beaucoup aidé à avancer en tant que personne d'abord et puis ensuite en tant qu'athlète. Donc c'est une pratique qui est vraiment très intéressante d'un point de vue développement personnel. Je sais que je suis curieux d'essayer parce que ce que tu dis, moi, c'est un peu des choses que j'essaye, tu vois, d'imaginer. On a tous fait de l'apnée, enfin, de l'apnée. Bien sûr. On a tous retenu notre souffle, tu vois. Moi, je vois, quand j'étais à Bali, il y a un an, on avait, tu sais, t'as plein de piscines, t'as beaucoup de choses là-bas. Et du coup, avec un pote, on s'entraînait, tu vois. Bon, on n'est pas inconscient, hein, mais tu sais, à essayer, voilà. Et c'est vrai qu'à un moment, t'es dans un état de, je sais pas, tu sais, de flow, de calme. Et pourtant, je suis resté que 2 minutes, tu vois, en apnée. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc, tu vois, chacun son niveau. Et quand on parle justement de retenir son souffle, est-ce que toi, tu te rappelles la première fois que tu as essayé peut-être de pratiquer l'apnée, la première fois que tu as tout simplement retenu ton souffle, comment c'était? Mon plus lointain souvenir, c'est quand j'étais gosse. Comme tout le monde, hein, un peu. Ouais, Ouais, voilà, ouais. tu vois, moi, j'ai vu Le Grand Bleu des dizaines et des dizaines, voire des centaines de fois quand j'étais gamin. C'est un film qui m'a fasciné. Et puis, j'essayais de reproduire un peu ça le soir dans ma baignoire. Je demandais à ma mère de me chronométrer combien de temps je tenais la tête sous l'eau. Et puis après, voilà, il s'est passé de nombreuses années jusqu'à ce que je le pratique comme je le pratique aujourd'hui. Et c'est marrant que tu parles de Bali parce que c'est là-bas que j'ai commencé en fait. Énorme. Ouais. C'est quoi, t'avais fait un stage d'apnée C'est ça, un stage de découverte, Ok. un baptême si tu veux. Ouais. Et à l'époque, j'étais encore pompier de Paris et j'avais fait un voyage, je crois, un gros voyage de près d'un mois à Bali. J'ai fait plus ou moins similaire. Dans Ouais. l'Asie, ouais. Trop cool. Et je découvre ce sport un petit peu par hasard. Je fais cette initiation et là, c'est le déclic, quoi. Je ressens quelque chose d'hyper puissant, de reconnexion, de silence. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Et tout de suite, c'est le déclic et je me dis, en fait, je veux que ma vie tourne autour de l'apnée, très rapidement, quoi. C'est ouf. T'avais quel âge du coup quand t'as commencé? J'ai commencé sur le tard parce que j'avais 27 ans. Ok. Donc moi, j'ai eu ma carrière, on va dire pro,
j'ai eu un schéma de sportif un peu inversé. En général, tu es sportif jeune, et puis après tu fais une reconversion et tu trouves un métier. Moi, j'ai fait un peu l'inverse. J'ai d'abord commencé par travailler, et puis après j'ai trouvé cette discipline. Donc j'ai commencé à 27 ans. Après, l'apnée, est-ce que c'est un sport aussi, peut-être que tu as une maturité qui est peut-être plus tard que dans des Ouais. sports comme le tennis, tu vois, où c'est vrai que les mecs, ils commencent vachement jeunes, parce que l'effort fait que peut-être que tu es cassé plus tôt aussi. Ouais, bien sûr, il y a ce côté aquatique où déjà tu es dans l'eau, tu es porté, tu pas les impacts des sports de raquettes, des sports d'endurance, de course à pied, etc. Donc c'est un sport qui se pratique sur le long terme. Et puis, vu qu'il y a cette dimension mentale, on est toujours plus fort avec de l'expérience, avec du vécu, on se connaît mieux que quand on a 20 ans, quoi, par exemple. C'est trop intéressant. Et justement, parce que là, on parle d'apnée, comme je t'ai dit, voilà, je pense qu'on voit tous plus ou moins ce que c'est. Mais est-ce qu'il y a peut-être des facettes que nous, on n'imagine pas? Est-ce qu'il y a différentes aussi disciplines dans ce sport-là? Comment ça s'articule un petit peu tout ça? Ouais. Bah en fait, l'apnée, tu la trouves dans deux grandes familles, dans deux grandes catégories, soit en piscine, soit en mer. Moi, je suis spécialisé, tu as compris, en profondeur, donc ça se passe en eau salée. En piscine, tu vas avoir la statique, donc ça va être uniquement par rapport au temps, donc sans bouger. Ensuite, il y a la dynamique, donc après ça va se passer en palme, sans palme, monopalme, etc. Et en profondeur, c'est à peu près pareil, sauf qu'on n'a pas la statique, quoi. Donc ce qui va différer d'une discipline à une autre, c'est le moyen de propulsion. Moi, j'ai deux grandes spécialités en profondeur, on va dire. J'ai le poids constant en monopalme. Donc, poids constant parce que je garde toujours le même poids à la descente et à la remontée. Différent du Grand Bleu où ils descendent avec ce qu'on appelle une sled. Ouais. Et ils remontent avec un parachute. Donc là, il y a zéro effort, entre guillemets. Moi, je suis en autonomie totale. Donc, je me propulse à la force des jambes, descente et à monter. Bon, ça, c'est fort. En vrai, je dis pas que c'est le plus dur, mais c'est plus complet, on va dire, ça peut-être. Ça demande une grosse préparation physique. Donc je t'expliquerai un petit peu après Bah ouais, comment je carrément. me prépare. Ouais. Et ma deuxième discipline, c'est l'immersion libre. Donc là, pour le coup, j'ai pas de palme et je me propulse uniquement à la force de mes bras sur une corde, quoi. Donc je me tracte comme ça. Donc là, c'est un effort qui est complètement différent. Des apnées qui sont plus longues, on reste plus longtemps sous l'eau, on reste plus longtemps dans les profondeurs. Donc ça a d'autres impacts. Mais comment tu choisis, on va dire, quel type de discipline dans l'apnée tu fais? Est-ce que c'est, dans ton cas, est-ce que c'est par rapport toi à tes facilités? Ou est-ce que c'était par rapport à tes envies? Bah, c'est surtout par rapport aux envies, hein. C'est ça qui va driver le reste, hein. T'as d'abord le plaisir, pour moi, qui est la motivation numéro une. Et puis après, ouais, t'as peut-être des facilités acquises naturellement. Moi, je suis un ancien nageur, donc la monopalme, ça a été un mouvement assez naturel pour moi. À un moment donné, je faisais aussi beaucoup de brasses. Donc ça, pour le coup, c'est la discipline la plus dure, parce que tu n'utilises aucun matériel et tu touches pas du tout à la corde. Donc ça, pour le coup, c'est très, très, très engageant. J'aime beaucoup cette discipline, même si elle est très engageante. Voilà, donc en fait, tu choisis, tu vas un petit peu par rapport à tes prédispositions de départ et puis par rapport à là où tu prends le plus de plaisir. Je pense que c'est le plus important. Ouais. Et quand on parle un petit peu d'entraînement, ce qu'on disait un peu avant, honnêtement, je te voyais pas aussi peut-être musclé, tu vois. Ok. Donc tu vois, ça montre justement aussi, après ça dépend des disciplines, mais en tout cas dans la tienne, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine condition. Ça, comment tu l'entretiens? Je pense que tu as aussi ton passé forcément de pompier, etc., qui t'a créé une base. Mais voilà, actuellement, comment tu entretiens ça? Est-ce que c'est beaucoup de physique? Est-ce que tu as aussi un entraînement mental que tu fais en plus? Ouais. Alors, je vais juste revenir à quand j'ai débuté l'apnée. Ouais, vas-y. Parce qu'à l'époque, on véhiculait un vrai paradoxe, en fait, où on avait tendance à penser et à dire qu'il ne fallait pas être trop musclé. Parce que le muscle, en fait, consomme de l'oxygène. Donc ça, moi, au début, je suis arrivé de pompier, donc j'étais encore plus, on va dire, tanké que ça. J'avais les trapèzes sous les oreilles. Ah, ok, ouais. Donc j'étais vraiment pas gonflé
à l'hélium, mais ouais, Solide. Je faisais beaucoup de muscu. Ouais. Je crois qu'en développé couché, j'étais à 115. Ah oui, quand même, ok, ouais. Pas mal. Ouais. Pour 70 kilos. Tu Ah vois, ouais, c'est pas mal. J'étais marmulé, quoi. Solide. Et on me dit, mais en fait, t'as un problème, t'es trop musclé, t'es trop baraqué, du coup, tu consommes trop d'oxygène, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, il faut que j'arrête la muscu, il faut que j'arrête de pousser, il faut que je devienne le plus sec possible, quoi. Donc, pendant plusieurs années, là, j'ai rien fait, pas une pompe, rien du tout. Et en fait, j'ai compris avec le temps que le muscle, il était super important dans ma discipline parce que pour aller remonter Faut envoyer quand même. plus de 100 mètres, Ah ouais. tu as intérêt d'en avoir dans les cannes, dans les bras c'est pareil. Donc j'ai compris en fait que le muscle, il fallait qu'il soit préparé et d'une part et qu'il soit aussi préparé d'une manière spécifique à l'effort. Donc après quand on voit le champion du monde Alexei Molchanov, il a des cuisses, elles font 2 fois les miennes, tu vois. Ok, ouais. Et ça l'handicape pas du tout pour aller très 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 profond. En fait, il a adapté son muscle à un effort spécifique qui est l'apnée, donc en manque d'oxygène, par exemple, quoi. Ah, c'est ouf. Et c'est quoi du coup les entraînements Tu fais entraînement de musculation? Ouais. Est-ce que c'est entraînement dans la piscine? Ce serait quoi un peu, juste pour expliquer Bah, en voilà. fait, il va y avoir différentes phases. Je vais segmenter en fait la saison par rapport à la périodisation. Si on part de l'hiver, là en hiver, je vais faire tout ce qui est préparation physique générale. Donc, je vais faire beaucoup de cardio, course à pied, vélo, natation. Ça, c'est mes sports de base que je prends au tout début. En parallèle, je vais faire de la muscu. Donc, bas du corps, haut du corps, très complet. À une époque, je soulevais lourd donc pour développer tout ce qui était force, endurance de force. J'y suis un petit peu revenu parce que j'avais tendance aussi à me blesser un petit peu les genoux et puis de soulever très très lourd. Comme ça je trouvais ça très engageant d'un point de vue ossature. Donc du coup, je suis revenu à des entraînements, on va dire, un peu plus complet sur du mouvement, de la mobilité. J'utilise beaucoup le kettlebell en Oui, ce moment. ouais. J'adore la prépa au kettlebell. Apparemment, c'est incroyable. C'est génial, franchement, et je le pratique depuis quelques semaines là, et c'est dingue comment tu te traces, comment tu te dessines, comment tu prends en force et en endurance. Tu travailles tout dans la mobilité et sans soulever très très lourd. Tu vois, j'ai un kettle qui fait 12 kilos, donc c'est pas très lourd. Donc je fais ça, après je fais pas mal de traction, j'aime bien les tractions, voilà. Donc ça va être ma base, on va dire, que je vais pratiquer en hiver. Et puis, plus je vais me rapprocher de l'événement, plus je vais aller faire du spécifique. Donc, aussi en parallèle de ça, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que je fais pas mal d'apnée en piscine aussi. Oui, ce que j'ai demandé, ouais. Voilà, ça c'est un outil qui est très intéressant pour nous parce que ça nous permet d'habituer le corps à des zones d'hypoxie, donc c'est quand le taux d'oxygène est bas. Donc là, on fait du volume, on fait de la technique, etc. Et on adapte le corps à l'hypoxie. Donc ça, c'est une de mes grosses bases hivernales. Et puis bah, là, tu vois, par exemple, je reviens de Lanzarote. J'ai passé un mois là-bas pour faire un premier test, voir un petit peu où est-ce que je me trouvais d'un point de vue de ma préparation. Et du coup, là, je mets un petit peu la préparation physique de côté pour favoriser l'entraînement en profondeur, quoi. Donc là, je m'amuse à descendre et j'augmente la profondeur au fur et à mesure. C'est super complet, c'est marrant. Enfin, c'est pas marrant, mais je veux dire, c'est intéressant aussi de voir comment tu varies justement les entraînements Ouais, c'est ça qui est... par rapport à la saison, etc. Tu vois. Bah, disons que en hiver, je fais exprès de ne pas aller en profondeur. En fait, j'entretiens une certaine forme de frustration. J'aime bien dire de la frustration positive parce que du coup, ça nourrit ma motivation, ça nourrit mon envie. Et quand je reviens en mer, en fait, au mois d'avril-mai, bah, j'ai pas plongé entre 6 et 8 mois. Et du coup, j'ai énormément envie d'y aller, quoi, parce qu'en hiver, j'ai pas accès à la mer. Moi, je vis dans les Yvelines, donc je suis loin de la mer. Tu me dis, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Pourquoi tu es là-bas? Et voilà, donc ça a été un choix de vie. Mais du coup, par rapport à la profondeur, c'est quelque chose que j'entretiens comme ça. Et ma motivation en est décuplée quand je reviens sur le devant de la scène, quoi. Ça fait sens, c'est un peu, tu sais, comme ceux dans les préparations marathon qui te disent tu cours un peu moins les jours d'avant, comme ça, moi, t'as vraiment la dalle, tu vois, d'y aller. Ouais. Après, toi, ça a des échelles qui sont décuplées, mais. Et aussi tout ce qui est respiration, le fait de la retenir. Ouais. Est-ce que ça, tu peux le bosser en dehors
que dans un milieu qui est de l'eau, Aquatique, ouais. aquatique, ouais. Mm. Est-ce que tu le bosses, toi, en Bien dehors sûr. de ça? Comment tu le travailles pour pas le perdre, justement? Ouais. Bah, c'est intéressant que tu abordes le sujet parce que cette année, là, j'ai testé d'autres manières aussi de me préparer d'un point de vue apnée pure. Et j'ai fait de l'apnée sur le vélo. Donc, Ok. sur home trainer. Et en fait, je m'entraînais à faire des séries où j'augmentais en fait le temps. J'augmente le temps d'apnée, je diminue le temps de récupération. Et ça, je l'ai fait pendant 3 4 mois. Et après, ça transposé dans l'eau, t'as jamais envie de respirer presque. C'est ouf. Mm. En fait, pour moi, l'apnée, si tu veux, pour moi, c'est un sport. Il y a trop d'inconnus. Parce que tu Ouais. vois, c'est un sport, je trouve. Je sais pas, peut-être que je suis trop loin ou peut-être que je suis pas assez dans le milieu. Mm. Mais je trouve qu'il y a trop de choses. Et même le fait, tu vois, de comme ça retenir sa respiration. Ouais. Euh, Déjà, une question bête, mais est-ce que pour le corps, c'est dangereux de retenir autant longtemps sa Bah, respiration? En fait, il y a un peu des peurs dans l'imaginaire collectif parce que le fait de retenir sa respiration, ça fait un peu appel à la, à la noyade Bah ouais. ou à l'anoxie, donc vraiment le manque d'oxygène, le fait de se noyer, et retenir sa respiration, c'est pour le commun des mortels, c'est pas naturel, quoi. Et c'est quelque chose en fait qu'on apprend. Moi, quand j'étais gamin, je voyais des mecs retenir leur respiration pendant 6 7 8 9 minutes. Je me dis, mais c'est quoi leur secret? C'est ça, Comment ouais. ils font, quoi? Moi, au bout d'une minute, je suis Tu rouge. ressors de l'eau, t'es. Ah, de- Ouais, tu- Et en fait, ce qu'il y a de passionnant avec l'apnée, c'est qu'au départ, on arrive avec beaucoup de barrières mentales. On a nos propres croyances et quand on apprend en fait à les dépasser, quand on apprend à déverrouiller des portes, en fait, il y a en fait des steps qu'on passe et on apprend en fait à aller beaucoup plus loin, quoi. Donc d'un point de vue pour progresser en apnée, je dirais qu'il faut un minimum de connaissances en fait, hein, de la connaissance physiologique sur le corps humain, sur qu'est-ce qui se passe concrètement dans ton corps, dans ton cerveau quand tu retiens ta respiration, pourquoi tu as envie de respirer, comment ça se manifeste. Et ensuite, à partir de là, on travaille sur la relaxation et la base de notre travail, c'est aussi la respiration. Donc, Bah oui, c'est ce que j'allais dire. c'est ce Ouais. qu'il y a de paradoxe dans notre sport, c'est que pour apprendre à ne pas respirer, on apprend d'abord à respirer. C'est ça la logique en fait. La respiration, ce qui est cool, c'est que c'est un sujet que j'en parlais hier avec Marie, qui est naturopathe. Et elle me disait, en fait, les gens ne savent pas respirer. Mhm. Et en fait, moi, il y a quelque chose que je pensais que parfois tu respirais mal parce que tu étais stressé. Mhm. En fait, elle me dit non, en fait, t'es stressé parce que tu respires mal. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est là que du coup, ça mène à la question suivante, c'est est-ce que l'apnée, on pourrait peut-être s'en servir comme thérapie Ouais. pour des personnes? Toi, actuellement, dans les gens qui font de l'apnée, Mhm. c'est quoi un peu les profils que tu peux voir? Bah, pour les gens avec qui j'enseigne l'apnée, moi je cherche pas à les envoyer le plus profond possible. Moi, ce que je leur enseigne, c'est à rester calme, garder son calme, à travailler l'économie, à travailler l'efficience en fait, et travailler un schéma respiratoire efficient. Donc c'est quoi un schéma respiratoire efficient? C'est d'abord utiliser le diaphragme, parce que souvent en fait la respiration elle part du haut, elle part du thorax, donc c'est ce qu'on appelle la respiration superficielle. Les gens ont tendance à sur-respirer, donc on appelle ça l'hyperventilation. On respire aussi souvent par la bouche, quoi. Donc tout ça, mis bout à bout, fait qu'on génère du stress par une mauvaise respiration. Et en fait, ce schéma-là, en fait, il se répète même la nuit. Donc la nuit, Ouais, la nuit, c'est le pire, je pense. la nuit, tu Ouais. continues à générer du stress, même en dormant. Donc c'est ça qui est fou. Et en apprenant à reprendre en fait des basiques, des fondamentaux hein, qui ont été oubliés, on peut vraiment apprendre à mieux dormir, à mieux récupérer, avoir une clarté mentale, réduire le stress. Enfin, il y a vraiment plein d'atouts à s'intéresser à la respiration, sans parler de performance, hein. Même, je pense que tu vois, quand t'es sous l'eau, t'apprends aussi à. Je te dis, moi, j'essaie un petit peu, mais c'est vrai que t'as un peu cet effet où parfois, quand t'es dans l'eau et que tu retiens un peu ton souffle, Mhm. au début, tu paniques. Après, du coup, tu ressors. Tu te dis, attends, peut-être que c'est pas la bonne approche. Ouais. Et c'est vrai que moi, les fois où je suis resté le plus longtemps, après, le plus longtemps, c'était quoi? Je te dis, c'était 2-3 minutes max. C'est Ouais, incroyable. mais c'est déjà super. Mais parce qu'en fait, j'étais bien. Ouais. Et en fait, à un moment, t'atteins un stade où
Je sais pas. Justement, tu nous diras, toi, quand t'es comme ça, hyper profond, qu'est-ce que... À ton niveau, en fait, qu'est-ce qu'on va chercher au-delà de la performance? Est-ce qu'on va chercher peut-être à se retrouver avec soi? Parce que, mine de rien, on sait que on est tous dans un monde où il y a de plus en plus de sollicitations, pardon. Tu vois, moi, j'ai mon téléphone dans la main. Là, pour venir, tu vois, sur Paris, tu croises du monde partout. Ouais. Est-ce que, voilà, quand tu fais de l'apnée et que t'es un peu seul, est-ce que ce moment, il n'est pas aussi, tu vois, hyper agréable? Effectivement, c'est un moment qui est très privilégié parce que quand on descend en profondeur, à ces profondeurs-là, moi j'ai la sensation que le temps s'est arrêté, d'être dans un moment où le temps est suspendu. Et c'est un moment très privilégié avec soi-même, en fait, où on se retrouve, on se reconnecte. C'est un état d'introspection très très puissant. Et moi, il n'y a aucun endroit sur Terre où je peux me sentir aussi bien qu'en profondeur. Il n'y a pas besoin d'aller à 100 mètres de profondeur pour ressentir tout ça, hein. Quelques mètres suffisent. Mais moi, ce qui m'a vraiment frappé au début, c'est le calme, c'est le silence, c'est le temps qui s'arrête, c'est les pensées qui s'arrêtent complètement. Et il y a cet état de reconnexion qui est très, très, très puissant. Et c'est ça qui me donne envie encore de plonger après toutes ces années, quoi. En fait, ce serait un peu comme si tu faisais un espèce de reset. Enfin, pas un reset, mais c'est ça, t'as des pensées, peut-être que tu peux... t'as déjà eu, je sais pas, des idées? Peut-être, je sais pas, sous l'eau, comme ça. En fait, qu'est-ce que tu ressens concrètement? C'est quoi le sentiment? Pour expliquer aux gens, tu vois, personne qui vont écouter dira... C'est quoi, c'est 112 mètres où t'es allé? Mon record, il est à 111. 111, tu Ouais. vois. Enfin, personne n'ira à 111 mètres, je pense. Mais justement, qu'est-ce qu'on... Parce que je pense que même nous, on n'arrive même pas à imaginer, tu vois, à quel point c'est calme, à quel point t'es... je pense que t'as aussi peut-être une pression de l'eau sur toi, tu vois. En fait, comment justement... Est-ce que t'es en état de flow quand t'es dans l'eau comme ça? C'est quoi le sentiment que t'as? Pour resituer le contexte, quand je descends à 111 mètres de profondeur, il y a effectivement énormément de pression. De la pression physique. Parce que du coup, tu veux battre un record. Oui, parce qu'il y a cette histoire aussi de compétition. Donc il y a la pression physique de l'eau, il y a la pression mentale, mais en revanche, il y a quand même une notion de plénitude et de flow. Quand tu dis, voilà, le flow, c'est ici, maintenant. On n'est pas en train de ressasser qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je ferai demain. En fait, c'est tout de suite maintenant, à l'instant T. Il n'y a pas de place pour ailleurs, quoi. Ouais, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que tu vis quasiment jamais parce que tu es tout le temps en train d'anticiper en fait les tâches de ta journée. Ok, là tout à l'heure, hein, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire le podcast avec Quentin, il faut que je prenne le métro, ça va être l'horreur, je vais aller à Châtelet. Donc tu te fais toute une montagne de plein de choses en fait dans ta vie parce que on est des êtres qui anticipent. Et le fait de se retrouver sous l'eau avec la respiration qui est coupée, loin de la surface, mis sous pression, on est dans un environnement en fait qui est notre environnement du départ, quoi. On se retrouve un petit peu comme on était dans le ventre de notre mère. Et il y a cette connexion en fait à l'eau qui est très très forte. Est-ce que tu vois des choses? Est-ce que tu as déjà eu parfois des petites, je sais pas, on entend souvent des hallucinations Des choses de ce point de ouais, vue-là. dans ce point de vue-là. Oui. Il y a, en fait, quand tu plonges en profondeur, il y a ces effets de narcose qui sont liés en fait à l'azote. Donc la narcose, on la connaît chez les plongeurs en bouteille, qui quand ils descendent à 30 ou 40 mètres, ils commencent à avoir des petites hallucinations, il y a une altération du temps, etc. Et chez les apnéistes, on a ce phénomène aussi, mais à des profondeurs plus importantes. Moi, mes narcoses, elles commencent en général entre 90 et 100 mètres. Ah oui, donc c'est vachement loin, quoi. Ouais, bien sûr. Il y a des gens qui l'ont un peu avant, genre 50, 60, 70 mètres. Moi, je suis quelqu'un qui narcose assez profond. Et il se manifeste de différentes façons. Il y a des narcoses qui peuvent être plus ou moins plaisantes. Il y en a des fois qui peuvent te faire perdre un peu le fil ou tu perds un peu en efficacité dans ta technique parce que t'es moins concentré, tu es un petit peu dans le flou, tu as les pensées qui peuvent un peu divaguer, tu peux avoir des hallucinations.
Moi, j'ai déjà vu des gens, entendu des voix sous l'eau. C'est ouf. Ouais, je me suis même vu sorti de mon corps. Je me suis vu face à moi, tu vois. Wow. Et tu te rends compte que tu vis ça ou Ouais. En fait, t'as conscience que tu vis une narcose? j'en suis conscient. Ok. Parce qu'en fait, ça, je l'ai préparé à la surface. Ok. J'ai mis des points d'ancrage, en fait, de visualisation, de préparation en amont. Et en fait, je le compare un petit peu à l'envie de respirer. L'envie de respirer, je sais que je vais avoir envie de respirer. Je sais pas trop quand, je sais à peu près quand, mais je sais que ça va arriver. La narcose, quand j'arrive dans une profondeur cible, je sais pas quand exactement elle va arriver, je sais pas comment, mais je sais qu'elle va arriver. Et du coup, ça, je me le dis, je le répète. J'essaye pas de visualiser une narcose, mais j'essaye surtout d'être dans l'acceptation. C'est vraiment une démarche personnelle, quelque chose que je vais nourrir. Et j'accepte ce phénomène, quoi. Et une narcose, parce que tu vois, la question que je vais te poser après, c'est est-ce que finalement, quand tu descends comme ça, c'est pas aussi une forme de méditation? Mais j'ai l'impression que si, mais est-ce que quand tu vis une narcose ou que t'es sous l'eau, est-ce que, tellement que parfois ça peut être une forme d'introspection peut-être aussi sur toi, qui est tellement forte, est-ce que t'as pas aussi parfois, je sais pas, peur que ça te... Je sais pas, que tu ressentes trop d'émotions, trop de choses, tu vois, qui puissent te chambouler une fois que tu remontes en haut? Bah, je vais te donner un exemple très concret. Je vais te parler d'une anecdote que j'ai vécue. Je crois que c'était l'une de mes premières narcoses. J'étais à Nice, je plongeais, je remontais de 90 mètres et je remontais en tirant la corde comme ça, tu vois, en immersion libre. Et ce jour-là, une narcose très puissante qui arrive en mode où en fait, au lieu d'avoir la sensation de remonter à la surface, j'avais la sensation de descendre en fait. Mais je savais que j'étais en train de remonter, mais dans ma sensation, j'étais en train de couler, tu vois. Donc il y a ça. En plus, il y avait mon frère qui était sur le bateau. Je vois mon frère sous l'eau et je l'entends me dire Mathieu, qu'est-ce que tu fous? Remonte à la surface. Ah Genre tout ça mélangé, genre la grosse claque. Ouais, je te jure. Et là, ce moment-là, j'ai pris 2 secondes pour me dire ok, tout va bien. T'es juste en train de narcoser, quoi. Juste. J'étais à 60 mètres de profondeur en train de remonter d'un 90 et je me dis bon, reste calme, reste cool, ça se passe bien, tu gères, remonte et tout va bien se passer, quoi. Donc il a fallu vraiment que je prenne sur moi et à ce moment-là en fait j'aurais pu céder à la panique, mais en fait ça ne fait jamais partie de mon plan, tu vois. Il y a des paramètres, il y a des choses en fait que je laisse à la surface que je n'emmène pas avec moi, où je m'en détache en fait complètement. Et ça m'aide beaucoup parce que ça m'aide à rester ultra focus sur l'instant, sur ce que j'ai à faire. Mais voilà, dans cette forme d'acceptation. Je sais ce que j'ai à faire, peu importe la distraction qui va intervenir, je reste concentré sur mon objectif, je sais ce que j'ai à faire, je l'ai répété, je le suis entraîné et je suis mon plan, quoi. Est-ce que du coup, il n'y aurait pas 2 Mathieu? Un Mathieu sur Terre et un Mathieu dans l'eau? Mais c'est une question, tu vois. Peut-être Ouais. que. Est-ce que tu n'aurais pas, je sais pas, peut-être voilà, développé un autre personnage? Moi, je fais un parallèle, je sais pas si c'est trop pertinent, mais on dit souvent, tu vois, que peut-être tu as une façon aussi de t'exprimer, etc., quand tu parles anglais, quand tu parles français, quand tu parles espagnol. Est-ce que tu aurais justement, voilà, peut-être pas créé un autre Mathieu pour qui va dans l'eau? Bah, ce que j'ai remarqué au fur et à mesure des années, c'est que l'apnée m'a transformé. Quand on reprend le Mathieu de 2012 qui teste l'apnée à Bali et le Mathieu d'aujourd'hui, je suis plus le même homme, quoi. Ça fait 13 ans, ouais. Ouais. Et il s'est passé énormément de choses et mon sport m'a fait grandir en fait. M'a permis de mieux me connaître, m'a permis de revenir à un état beaucoup plus calme. J'étais quelqu'un on va dire, un peu cabossé. Je vivais d'une manière très, comment dire, avec beaucoup d'excès. Et des excès qui n'étaient pas toujours très bons. Et l'apnée, en fait, m'a permis de me recadrer, de me recentrer et de devenir une personne beaucoup plus sereine et beaucoup plus en phase avec moi-même, quoi. Est-ce que l'apnée, c'est une sorte, pardon, de méditation? Parce que tu vois, souvent on dit que quand on médite tout ça, on apprend à mieux se connaître. Ouais.
Moi, je le fais, bon, tu vois, sur mon canapé, tu vois, je suis pas dans l'eau. Mais est-ce que, voilà, est-ce que tu dirais que ça peut s'apparenter à ça? Ouais, complètement. En fait, la méditation, c'est quoi? C'est se concentrer sur sa respiration, sur l'instant présent. En apnée, c'est exactement ce qu'on fait. On est concentré sur l'instant présent. Il n'y a pas de place pour l'anticipation. Tu vois, quand je descends, je me projette pas. Je suis pas en train de me dire, bon, quand est-ce que je suis arrivé en bas? Et à la remontée, quand je remonte, je me dis jamais quand est-ce que je suis arrivé à la surface. Je suis toujours concentré sur l'instant présent, sur l'ici et maintenant. Donc c'est effectivement une forme de méditation en mouvement, quoi. Donc, J'aimerais vous parler d'une nouveauté que nous mettons en place dans le podcast. Toutes les semaines, nous mettrons désormais en avant une association. Cette semaine, j'aimerais donc vous parler d'une cause qui me tient à cœur. C'est l'association Un combat pour Aiden. Elle soutient un petit guerrier atteint d'une maladie rare. Elle se bat au quotidien pour améliorer sa qualité de vie. C'est un combat de chaque instant et je suis vraiment fier de les soutenir. Et pour les aider encore plus concrètement, vous pouvez acheter la carte solidaire de notre invité du jour pour les soutenir. Le lien pour acheter la carte se trouve dans la description. Je vous laisse maintenant avec l'épisode du jour. Bonne écoute. Est-ce que t'as déjà pris conscience, parfois, je sais pas, de certaines choses quand tu faisais de l'apnée? Je sais pas, parfois, bon, moi, parce que tu parles d'excès, peu importe, tu vois, ça pourrait être peut-être moi, j'en sais rien, qui est une mauvaise habitude. Est-ce que tu penses qu'en faisant de l'apnée, je pourrais peut-être me rendre compte concrètement de l'effet que ça a et peut-être prendre conscience peut-être de certaines choses que, de mon côté, peut-être que je me cacherais à moi-même, tu vois? ouais, d'un point de vue mental, tu veux dire? Ouais, un peu mental, tu vois. Bah, Est-ce que ça peut en fait refaire sortir des choses, tu vois, qui Ouais. sont peut-être enfuies en toi et complètement. que t'oses pas forcément t'avouer, tu vois? C'est ça ma question. Ouais. Bah, je vais reprendre mon exemple de quand j'étais pompier. J'ai évolué pendant plusieurs années dans un monde très masculin, très viril, où tu dis pas ou très peu ce que tu ressens. Les émotions, c'est quelque chose qu'on garde bien verrouillé à l'intérieur de nous. On a cette armure avec les pecs bien en avant. Et voilà, on est des mecs. On n'a pas le droit de montrer notre faiblesse. Et cette posture-là, en fait, je l'ai emmenée avec moi dans le monde de l'apnée. Et ça m'a joué des tours. Parce que, en fait, à l'époque, quand j'ai commencé mes compétitions, il y avait mon approche, le Mathieu qui était pompier, qui arrive voilà, avec ses gros pecs, et ça marchait pas, quoi. Parce que j'étais pas connecté, en fait. J'étais pas connecté à moi, j'écoutais pas mon ressenti intérieur, mon ressenti vraiment profond, et j'étais pas vraiment en adéquation. Et en fait, il a fallu que je me prenne des murs. Je me suis pris des claques, j'ai fait des contre-performances. À un moment donné, je me suis même posé la question si j'allais pas arrêter l'apnée, parce que ça devenait délétère. J'ai fait quand je te dis contre-performance, c'est des syncopes. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, des syncopes, notamment par rapport à ma gestion émotionnelle et ma gestion du stress en compétition. À l'entraînement, ça se passait très bien, mais en compétition, je sous-performais. Et en fait, il a fallu que je revoie toute mon approche mentale, psychologique, j'étais obligé en fait de reconnaître qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Et est-ce que ce travail-là, est-ce que c'est l'apnée qui t'a aidé à le faire ou est-ce que t'as été capable de faire ce travail-là parce que t'as aussi accepté et été prêt à recevoir, tu vois, ça, quoi? Bah, déjà, c'est l'apnée, pour commencer. Qui a mis le doigt sur quelque chose de très tangible. Et puis après, il a fallu être assez humble pour accepter qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que j'avais un travail sur moi à réaliser, quoi. Donc il a fallu que j'ai aussi cette force d'aller chercher de l'aide ailleurs. De l'aide ailleurs, ça a été un préparateur mental, psychologue, etc. Donc je me suis mis vraiment à nu pour aller creuser en moi, chercher, comprendre mieux comment je fonctionnais, qui j'étais, quels étaient mes mécanismes de défense, etc. Pour ensuite mettre la préparation mentale adéquate. Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, c'est un peu le truc de... je sais plus qui disait ça, mais c'était apprends d'abord à te connaître. Et après, il y avait une fin de phrase que j'ai pas, mais Ouais. en fait, je trouve que, tu vois, maintenant, on est tellement déconnecté déjà de soi. Ouais, complètement. En fait, personne se connaît vraiment, tu vois. Et moi, je suis un peu dans cette quête-là de, tu vois, avec les sportifs de haut niveau, je me rends compte quand même qu'ils ont
conscience d'eux-mêmes Mhm. qui est vraiment poussée, tu vois, par Ouais. rapport aux personnes, on va dire, peut-être lambda. Mhm. Moi, j'ai même des sportifs qui me disent écoute, je sais très bien que là, si je continue un petit peu à faire ce mouvement-là, je vais me blesser en fait. En fait, Ouais. tu sais, ils sont tellement loin là-dedans. Et en fait, qu'est-ce qu'on aurait nous à gagner, on va dire, en tant qu'humain classique, à peut-être faire ce travail pour mieux se connaître, Mhm. mieux s'appréhender. Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'on pourrait parfois éviter de faire des bêtises, tu vois, peut-être de dire des choses qu'on pense pas, peut-être parfois avoir peut-être moins d'état dépressif pour certains. Mhm. C'est quoi un peu les choses voilà, qu'on pourrait... Bah, moi, je pense que d'un point de vue personnel, ce que l'apnée m'a apporté, c'est le fait d'arriver à ralentir, en fait, d'en faire moins, d'en faire, Ce que tu dis, de c'est... pas Ouais, pas en ouais. faire plus, mais de le faire moins et de le faire mieux. C'est une quête de l'efficience, en fait, et c'est valable dans tous les domaines de la vie, pas seulement sous l'eau. Ça peut être en entreprise, ça peut être dans le sport, ça peut être à la maison. Je pense moi j'étais comme ça, tu vois, quelqu'un qui avait besoin de faire ses preuves, de montrer, d'y aller. T'as beaucoup d'énergie, beaucoup de choses à montrer, à prouver. Et du coup, je me suis un peu perdu là-dedans. Donc, le fait d'en faire beaucoup, à un moment donné, bah, tu arrives dans une fatigue chronique. Pour nous, les sportifs, c'est le surentraînement. Au travail, on parle de burn-out. Donc, c'est, je pense, une quête voilà, de ralentir, de trouver un espèce de calme intérieur, de trouver le silence en nous, qui est très important, parce qu'en fait, on n'est jamais dans le silence, on est tout le temps en train de faire quelque chose, on a toujours une tâche sur le feu, on a toujours un téléphone ou une notification pour nous rappeler qu'il faut faire ceci, ça. Et le fait de ne rien faire ne veut pas dire être feignant, quoi. C'est juste arriver à se reconnecter à soi. Et ça passe par le souffle, ça passe par la conscience, ça passe par l'éveil. Donc voilà, c'est très puissant, hein. Et puis les sportifs le font très bien, je pense. Mais tu sais que ça, c'est une discussion que j'ai avec des potes à moi. Mhm. Souvent, en fait, quand t'es seul, ton réflexe, c'est quoi? Ton téléphone. Ouais. Et en fait, je pense que les gens, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense qu'ils ont peur, tu sais, d'être seul avec eux, tu vois. Ouais, bien sûr. Je pense qu'ils flippent. Ouais. Et c'est ça, justement, que c'est intéressant. Et c'est là, de toute façon, qu'on vient au truc d'apprendre à se connaître. Mais ta phrase, elle est bien aussi parce que dans un monde, en fait, où on va de plus en plus vite, tu Mhm. vois, c'est tout le temps la quête, tu vois. Nous, on tourne aujourd'hui, on tourne là, on tourne après, tu sais, on veut toujours faire plus. Ouais, c'est la productivité à tout Ouais. prix, quoi. Et tu sais, en fait, t'as l'impression que c'est bien, mais au bout d'un moment, en fait, c'est ça, t'as des burn-out, t'as des Ouais. choses qui se passent. Et c'est important, tu vois, de sensibiliser dessus. Et de toute façon, je t'ai dit, je pense que ce serait cool. Moi, peut-être qu'un jour, je vais essayer apnée, on verra Ouais, comment avec on peut essayer de plaisir. faire ça, mais Ouais. ça peut être super sympa. Mm. Pour venir, tu vois, un petit peu sur... tout à l'heure, on parlait un peu de narcose, etc., Mhm. que du coup, t'as maîtrisé. Est-ce qu'en apnée, t'as déjà eu peur? Mm. Pour venir un peu sur la partie mentale, pour commencer un peu sur cette partie-là. Est-ce que tu as déjà ressenti la peur et comment tu l'as appréhendée? Hmm. Alors, oui, effectivement, j'ai eu peur. J'ai eu peur une fois sous l'eau. C'était une peur, t'as eu peur, c'était En quoi fait, c'est une peur qui est arrivée comme ça. Ok. Je ne l'ai pas maîtrisée. En fait, je me rappelle, j'étais à Dahab, j'étais en Égypte, et je commençais à plonger dans un nouveau palier qui était les 70 mètres. Et c'était voilà, une profondeur nouvelle pour moi, j'étais en monopalme, etc. Donc je descends, je touche les 70 mètres, je commence à remonter. Et en fait, là, coup de panique. Je suis en train de me dire, en fait, mec, t'es à 70 mètres de profondeur, c'est profond. C'est quoi, c'est une prise de conscience que t'as eu un Ouais, peu, en quoi. fait, c'est une prise de Ok. conscience. Je pense que je me suis dit, ok, là, maintenant, c'est profond. Waouh. Avant, j'étais là, bon, je prenais pas la chose avec légèreté, mais pour moi, c'était pas encore du domaine du très profond, quoi. Et je pense qu'à 70 mètres, j'ai passé un cap et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Je suis super profond, faut que je remonte. Ok. Et donc je suis remonté un peu en panique, un peu en pagaille, essoufflé, parce que j'ai palmé comme un âne, j'étais pas du tout connecté. Et après, en fait, j'ai réfléchi à tout ça et ça s'est plus jamais passé, quoi. Mais tu penses, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le fait de te dire... Bah, Parce qu'en plus, t'es seul, hein. Enfin, t'as pas de secouriste, alors, on plonge seul, mais on n'est jamais tout seul. D'accord, ok. On a toujours une équipe auprès de nous, en surface. Alors, en bas, je suis tout seul, mais s'il y a un pépin, il y a toujours des systèmes de logistique pour nous remonter rapidement à la surface.
Mais non, je pense que ce jour-là, j'étais dans une disposition où je me Parce que suis... c'est mental, quoi, aussi, en fait. Ouais, voilà, des fois, tu maîtrises pas forcément tout, et ce jour-là, j'ai pas réussi à maîtriser, mais c'est arrivé une seule fois. Et après, plus jamais. Après, ce que je veux dire par rapport à la peur, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose que j'essaye d'inhiber, de cacher ou de supprimer. Au contraire, maintenant j'ai peur, je ressens du stress, je ressens de la peur avant une plongée importante, une plongée en compétition ou alors un objectif proche de mon max. Mais en fait, je voudrais dire que cette peur ou ce stress, bah, j'essaye pas de le cacher parce que pour moi, c'est une forme qui va me permettre de rester lucide en fait. Hmm. Lucide par rapport à ce que je fais, parce que c'est quand même pas anodin d'aller plonger à 110 mètres sans respirer. Donc ça me permet de rester bien focus sur mon objectif. Et voilà, l'idée c'est de danser un petit peu avec ça, sans se faire emporter, quoi. Mais tout dans un état de contrôle. Et tu restes conscient de la chose. Ouais, conscient, et même je le regarde, tu vois, je le regarde, je l'analyse, j'essaie de ressentir dans mon corps comment est-ce qu'elle se manifeste. En général, tu sais, c'est un petit peu la boule dans le ventre, Ouais. c'est le rythme cardiaque qui va s'accélérer, les mains moites, enfin voilà, tout ce genre de signaux. Et j'essaie d'être vraiment hyper connecté par rapport à tout ça. Et l'idée de ma démarche, ça va pas être de l'effacer ou de le cacher, mais ça va être de le temporiser. Ça va être de l'accepter déjà d'une part et de le temporiser avec des exercices de respiration bien spécifiques, de visualisation, des automassages, ce genre de choses, quoi. Et quand on parle de mental, parce que du coup c'est un peu ça, hein, quand tu apprends à plus stresser, à bien te comprendre, etc. Ça, comment tu l'as travaillé? Je crois que tu as fait appel à un préparateur mental, il me semble. Ouais. Ça, c'est un sujet qu'on voit souvent, mais concrètement, en fait, comment ça se passe quand tu travailles avec un préparateur mental? Est-ce qu'il t'écoute? Est-ce qu'il te donne des conseils? Est-ce que Ouais. tu as des clés qui sont propres à toi? Bien sûr. Moi, la démarche par rapport au préparateur mental, c'était d'un point de départ, c'était ma gestion du stress en compétition. Et je pense que quand on va voir un préparateur mental, c'est Ouais, bien sûr. 99% des sportifs. J'apprends avec le stress en compétition, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on se rend pas compte que ça génère vraiment du stress, mais enfin, Ah ouais. c'est important, quoi. Ouais, et puis en fait, bah, tu t'apprends à creuser un petit peu enfin, pourquoi tu stresses, pourquoi tu as peur, ça vient d'où, et puis on creuse vraiment le sujet en profondeur. C'est-à-dire que pourquoi tu fais ça déjà? Est-ce que c'est pour te prouver quelque chose à toi-même? Est-ce que c'est pour prouver quelque chose aux autres, à tes parents, à tes amis, à ta femme? Pourquoi est-ce que tu fais ce sport? Pourquoi est-ce que tu fais de la compétition? Quelles sont tes motivations profondes? Est-ce qu'elles sont plutôt intrinsèques, extrinsèques? Voilà, qu'est-ce qui vibre en toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ce sport? Elles sont puissantes les questions que tu te poses, hein. Ouais, Ah, c'est il une faut, grosse, il faut ouais. creuser, quoi. Il faut Ouais. aller. Moi, j'aime bien dire dans ma tête, moi, je creuse à la pelle, quoi. Je creuse à la pelle et je vais voir au fond qu'est-ce qu'il y a, quoi. Qu'est-ce qui s'y cache. C'est génial. Et dans cette démarche-là, bah, tu te recentres. T'apprends aussi à te connaître et t'apprends à mettre des mots sur du ressenti. C'est surtout ça Ce qui est qui est pas important. toujours évident d'ailleurs, de mettre Non. des mots Ah ouais. sur ce que tu ressens. Sur le ressenti, qu'est-ce qui t'a motivé à en arriver là, pourquoi tu en es arrivé là, et puis après, voilà, c'est tous les exercices qu'on peut mettre en place, des exercices de visualisation. Pour moi, mon cas, c'est très puissant, ça marche très très bien. Il y C'est a- quoi du coup? C'est tu t'imagines faire la chose, c'est ça? Ouais, en gros, c'est un peu plus complexe que ça. Ok. J'essaie vraiment d'ancrer des choses dans ma visualisation. Donc, je le fais à la surface avant de partir, mais ça va commencer 24 heures avant. Moi, j'aime bien dire que ma plongée, elle commence 24 heures avant. Ok. Donc, je suis déjà dedans la veille, je suis déjà en train de bouger, de marcher, de me préparer en fonction de ma plongée, tu vois. Donc, je suis un peu en mode ralenti. Tout ce que je fais, je vais le faire lentement. Mes pensées aussi, je vais passer beaucoup de temps allongé, assis, à bouquiner, à dormir. Voilà, j'essaie vraiment de mettre mon corps le plus au repos possible, d'aller regarder un petit peu où se trouvent les tensions musculaires, etc. Et puis, dans ma visualisation, je vais répéter en fait le scénario, quoi.
Mais c'est pas juste je descends, je remonte. Dans ma plongée, il y a plein de choses à faire d'un point de vue technique, que ce soit par rapport au palmage, que ce soit par rapport à la compensation des oreilles. D'ailleurs, on n'en parle pas souvent, mais ce qu'il y a de très compliqué en fait dans une apnée profonde, c'est arriver à compenser les oreilles. C'est pas tant de retenir sa respiration, c'est plus la capacité à aller compenser les tympans. On en reviendra après si tu veux, mais Ah, mais carrément, c'est un bon point, ça. mais dans la visualisation, j'essaye de mettre tous mes sens en éveil. Donc les sens, ça va être le toucher, ça va être le goût, ça va être le bruit par exemple de ma longe qui va descendre le long de la corde, c'est l'eau qui va glisser le long de mon visage, c'est la sensation du sel sur mes lèvres. C'est l'amplitude de ma palme, c'est la vitesse de nage. Et en fait, tout ça, je le mets dans ma bassine, si tu veux, à visualisation. Et je ressens tout ça, quoi. Et ce qu'il y a de très puissant avec la visualisation, c'est que le corps, enfin le cerveau, ne fait pas la différence entre une action vécue que tu es en train de faire et une action que tu es en train de penser. Donc techniquement, quand je fais ça, je suis en train de descendre à plus de 100 mètres de profondeur et j'entraîne mon cerveau à y aller, quoi. Tu sais que moi, je crois beaucoup à ça. Bien Justement, c'est quelque chose que je fais pas assez. sûr. Mais je crois beaucoup parce que souvent, tu sais, parfois, ça t'arrive de faire des rêves. Ouais. Et où parfois, bah, je sais pas, imagine, j'en sais rien, t'as un match de tennis le lendemain qui est important. Parfois, tu rêves que tu fais le match de tennis, tu vois. En fait, bah, inconsciemment, du coup, t'as visualisé. Et c'est-à-dire que du coup, bah, le lendemain, t'arrives et tu joues mieux. Ouais, bien sûr. Et moi, ça m'est déjà arrivé bah, justement pour le tennis. Et c'est là que je me suis dit, putain, peut-être qu'il y a un truc à aller chercher, tu vois. C'est super puissant la visualisation. Ouais. Ouais, C'est trop sous-côté. C'est un outil. Alors c'est marrant parce qu'une fois, j'ai fait un énorme travail de visualisation parce que je devais ancrer un mouvement Ok. en bas. Après le virage, en fait, je devais remonter les bras en flèche au-dessus de la tête. Et c'était quelque chose qui, avec la narcose, je pensais pas à le faire en fait. Et je me rendais compte qu'arrivé à 30 mètres, j'avais toujours les bras le long du corps. Du coup, je nageais avec moins d'efficience, moins de technique, moins de gainage. Du coup, il a fallu que j'aille préparer ce mouvement, que j'aille l'ancrer en fait. Et je l'ai ancré par la visualisation. Donc répéter des dizaines et des dizaines de fois. Et quand j'ai fait ma plongée, donc je crois que c'était aux alentours de 106 mètres, j'arrive en bas, paf. Et là, en fait, au moment du virage, je me vois sur mon canapé en train de faire la visualisation Waouh. C'est ouf. Donc j'ai interconnecté les deux, tu vois, le canapé visualisation, la plongée, les bras, tac tac, et pouf pouf pouf. Je savais exactement quoi faire, connecter, ancrer. C'est comme un disque dur que tu vas programmer, quoi. Tu vois, ce qui est fort, c'est que ça veut dire que souvent, tu sais, les gens, ils se disent, ouais, non, mais ça, c'est pas fait pour moi. Ça, j'arriverai pas. En fait, ce que tu racontes, c'est ce que tu fais là en soi. C'est pas inhumain. Enfin, tu t'imagines faire la scène. Donc en fait, tout le monde pourrait le faire, ça. Ouais, bien sûr. Tout le monde pourrait améliorer son mental, etc. Ouais. C'est ça qui est fort. Ce qui est puissant aussi dans la visualisation, moi j'en ai parlé un peu plus pour les gens qui nous regardent, dans le quotidien. Moi ce que j'aime aussi faire, c'est visualiser mon succès. C'est après une plongée, c'est à la surface, je vois en fait le juge qui me tend mon carton blanc et je ressens en fait toute la sensation, toute l'émotion du succès, de la réussite. Et ça c'est quelque chose que tu peux faire dans la vie de tous les jours, par exemple avant une prise de parole, avant un appel de vente, avant une réunion, quelque chose d'important. Et en fait c'est préparer des échéances, les préparer, les visualiser, les voir et les ressentir. Et en fait, ça te met tout de suite dans une autre dynamique plutôt que de le subir, plutôt que de dire bon, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que ma réunion va bien se passer, que je vais avoir suffisamment d'éléments, etc. Non, c'est ma réunion va bien se passer, je vais réussir, ta 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 ta. Et en fait, le dialogue interne permet de se persuader que ça va bien se passer. Et en fait, tu attires l'énergie, quoi. Ouais, bah ça. T'attires ce à quoi tu penses. Hein. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui C'est se met en place vraiment depuis quelques temps. passionnant. Bah ouais, c'est clair. C'est ce qui fait aussi, je trouve, la beauté bah, moi, je prêche ma paroisse, c'est mon sport. J'adore ça parce qu'il y a une dimension mentale, en fait, là-dedans qui est inépuisable, en fait, où il y a toujours un domaine d'amélioration, d'optimisation, d'aller chercher les petits détails, les petits pourcents en plus, grâce à un outil, grâce à quelque chose. Et c'est ça qui rend le truc passionnant. Ouais. Et le mental, c'est un truc. En fait, si tu veux, on commence à avoir des réponses. Tu sais, avec la PNL, etc. Tu vois. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y a
en fait, on est vraiment qu'au début. Tu sais, il y a trop de choses qui vont arriver. Ce qui est cool, c'est que toi, justement, bah, tu lis un truc, tu l'appliques. Si ça marche, tu gardes. Ouais. Sinon, tu le Faut rejettes. tester. C'est ça qui est cool. C'est tu du vois. terrain, de toute façon. Tu Hein, testes. il faut s'entraîner. Et en fait, j'ai envie de te dire, tout le monde peut entraîner son mental. Tu vois, le mental, c'est comme les muscles. Hein, tu n'es pas avec un mental ou pas de mental. Tu vois, Tu n'es pas avec 115 kilos au dos plus couché. Non, Bah oui. c'est des choses qui se travaillent. Bien sûr. C'est pas inné. Moi, je suis pas arrivé avec un mental de winner, de guerrier, de bam bam bam. Ou, voilà. Il a fallu que je le travaille, que je trouve les clés, etc. Donc tout le monde peut le faire. C'est à la portée de tout le monde. Et écoute, il y a un point justement qu'on a abordé très rapidement. Tu me parlais justement des oreilles. Oui. Ça, c'est pas quelque chose que je pensais aborder, mais c'est vrai qu'on n'en parle jamais. Mhm. Du coup, je me rends pas forcément compte. Ouais. Mais qu'est-ce que du coup tu voulais dire par rapport à tout Bah, ça? en fait, il y a souvent une question qui me revient, c'est mais comment tu fais pour les oreilles? Ouais, Ça ouais. te fait pas mal? C'est vrai, ouais, ouais. Mais moi, quand je descends au fond de la piscine, Ah, ça m'arrache l'oreille. à 2 mètres de profondeur, ouais, j'ai ouais. super mal, quoi. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, Et c'est cette vrai. question, on me l'a posée des centaines de fois, si ce n'est plus. Mais en fait, il y a une technique. On descend pas à 100 mètres de profondeur en se pétant les tympans à chaque fois, quoi. En fait, il y a une technique qui permet d'équilibrer la pression. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on descend? La pression de l'eau vient en fait rentrer les tympans vers l'intérieur. Et si tu fais rien, si tu fais aucune manœuvre de compensation, bah ça rentre, à un moment donné, ça pète. Le tympan, c'est une membrane qui est très très fine. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une manœuvre de compensation, en fait, donc, pour compenser la pression. Donc, Ok. on rééquilibre en fait tout du long, pendant toute la descente, la position de nos tympans. Comment tu fais du coup? Bah, pour descendre à 20, 30, 40 mètres de profondeur, on a simplement à pincer le nez et envoyer Ok. de l'air dans le nez, quoi. Ok. Donc, de manière très Comme si tu simplifiée. respirais quoi. Enfin, ça fait comme de l'air, comme si tu respirais de l'air. Ouais, voilà, comme si tu voulais faire gonfler tes narines. Ok, putain, Voilà. c'est impressionnant. Je sais pas si on le verra à la caméra, mais ok. On le Ok, fera de c'est près. ouf. Et en gros, ça vient popper, ce qu'on appelle popper Le tympan. le tympan. Ok. Après, nous, dans notre cas, quand on est à 90, 100, 110 et plus, on a une difficulté qui est que l'air de nos poumons ne sont plus accessibles. Parce que, en fait, avec la pression, on sait que la pression diminue les volumes à un certain point. À un moment donné, le volume qui reste dans tes poumons s'appelle le volume résiduel. Il n'est pas expirable. C'est de manière à ce que les feuillets ne viennent pas se collapser, quoi. Et en fait, quand tu peux plus sortir d'air, nous, on fait, en amont, on va faire une réserve d'air dans notre bouche, comme ça. Ok. Et on vient se Et tu servir. sors l'air. On se sert de cette bulle d'air pour aller comprimer les tympans et les compenser. Mais c'est très compliqué, ça demande énormément de finesse, de technique, parce qu'il y a beaucoup de choses à réaliser. Et tu vois, par exemple, fermer la glotte. Donc on a un contrôle de ce qu'on appelle la sphère ORL qui est très poussé et développé, quoi. C'est ça, parce que ce qui est fou, c'est qu'en fait, t'es connecté avec tout ton corps. Ouais. Non, mais c'est impressionnant. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah, waouh, c'est ouf. Et tu vois, bon, quelques questions avant qu'on finisse, mais pareil, tu vois, quand on voit un petit peu tout ça par rapport à l'apnée, à quel point descendre comme ça dans des profondeurs qui sont, pour moi, extrêmes, est-ce que pour le corps c'est traumatisant? Est-ce qu'après, du coup, tu dois récupérer un certain temps avant de recommencer? Comment ça, c'est quoi, voilà, les effets sur le corps? Les effets sont que oui, c'est très fatigant. Moi, je ressens surtout de la fatigue mentale en fait après une plongée profonde parce que ça me demande énormément de concentration, énormément d'espace et d'alignement. Donc mentalement, ça m'épuise. Et puis physiquement aussi. Ouais. Je te parlais de pression. Là où je vais, il y a 12 barres de pression. 12 barres, c'est comme si tu mettais 12 kilos par centimètre Ah, c'est carré ça, ok. de ton corps. Et ça vient diminuer les poumons. Donc les poumons en bas, ils font la taille d'un point, d'une toute petite orange. Waouh. Donc il y a énormément de choses qui se passent d'un point de vue anatomique, physiologique. Donc ça demande beaucoup de repos. Mais l'apnée en soi, c'est pas dangereux. Parce que tu sais, il y en a beaucoup qui peuvent se dire, ouais, est-ce que l'apnée c'est un sport qui est dangereux? L'apnée, ça peut être dangereux si c'est pratiqué de la mauvaise manière. Oui. Déjà, la première règle en apnée, c'est de jamais plonger tout seul. Que ce soit dans sa piscine, dans son bain, dans un lac, à la mer, c'est jamais être tout seul. Parce que si
tu perds connaissance et que tu es tout seul, bah, la suite, c'est la noyade. Ouais, tu meurs, Voilà. c'est sûr. Ouais. Moi, quand j'ai fait des syncopes, j'étais encadré. Il y avait des gens qui étaient là pour me secourir. Donc la syncope, c'est pas le cœur qui s'arrête, hein, c'est la conscience qui va se stopper, en fait, pour protéger les organes du reste d'oxygène qui a le tout petit reste, en fait. C'est comme si la batterie s'éteignait, quoi. En gros, c'est juste inconscient, quoi. Voilà, tu perds en conscience, mais si tu es tout seul sous l'eau et que en fait, tu es inconscient, bah, la suite après, c'est que tu inhales, donc le réflexe ventilatoire, le réflexe inspiratoire, et là, bah, tu viens inonder Tu mets de l'eau, ouais. les poumons, Ouais. et puis là, c'est le début de la noyade. Ok, Voilà. ça se fait comme ça. Voilà. Donc, l'apnée, j'ai envie de te dire que c'est pas un sport dangereux si c'est pratiqué dans les règles de l'art. Mais justement, comment tu prépares ça, c'est pareil, c'est une très bonne question que je n'ai pas pensé à te poser. Heureusement que j'y pense maintenant. Mais comment ça se prépare justement quand tu vas aussi loin en profondeur? Est-ce que du coup, c'est quoi, enfin, comment se passe avec l'équipe? Ouais. Est-ce que tu calcules aussi peut-être, je sais pas, tu te dis, écoute, demain à midi, on sait qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de vagues, je dis n'importe quoi, hein. Du coup, on a un créneau pour plonger. Comment tu fais un peu tout ça? C'est intéressant que tu parles d'équipe parce que d'un point de vue extérieur, on voit l'apnée comme un sport solitaire où tu as un apnéiste, il descend et il remonte, quoi. Le mec, il est venu solo, il fait son truc. Il prend sa bouée, sa corde, sa monopale et allez. Le soldat, quoi. Sauf que ça se passe pas du tout comme ça. L'athlète, l'apnéiste est dépendant d'une équipe, en fait. On est dépendant d'apnéistes de sécurité qui vont venir descendre à notre rencontre lors de la remontée. Quand on descend très profond, on a aussi un bateau. Il y a des systèmes de cordage. Il y a un contrepoids aussi si jamais il y a un pépin en bas pour envoyer un contrepoids avec des systèmes de poulies. Il y a quelqu'un qui est au sonar, au sondeur, pour annoncer la profondeur à laquelle on est en bas, quand est-ce qu'on remonte, etc. Il y a le calcul du temps. Enfin voilà, on est pour une plongée à 110 mètres, il faut, je dirais, au minimum 4-5 personnes, quoi. Ah oui, quand même. Ouais. Ok. Non, on parle d'une vraie logistique. On annonce la profondeur, donc il y a la profondeur cible. On ne peut pas aller plus profond que la profondeur qui est annoncée. Parce que du coup, c'est quoi, du coup, tu mets une corde et Ouais. elle s'arrête. En fait, on a une corde qui est métrée et, Ok. et elle est lestée de manière en fait qu'elle soit bien tendue, bien rigide, de manière à ce que voilà, quand on arrive en bas, il y a un plateau et on arrive en butée et on peut pas aller plus bas. À cette corde-là, on est attaché. Donc on a une longe en fait qui est scratchée à notre poignet et qui est clipsée par un mousqueton sur cette corde, de manière à ne pas partir dans le bleu. Donc on est toujours connecté en fait avec la surface via ce système de connexion, de longe, de sécurité et de corde. C'est un peu une ligne de vie comme on voit pour les pompiers quand ils partent dans un incendie. Ouais. Ils partent avec ils sont toujours amarrés avec l'extérieur. Donc ils suivent en fait une ligne guide, une ligne de vie. Ok. C'est un peu la même chose. Putain, c'est trop intéressant. Et est-ce que tu calcules du coup ce que je te disais un peu avant? Je sais pas, le niveau, je sais pas, est-ce que la mer elle sera plus ou moins agitée? Ouais. Le Bah alors, temps. ça, nous on plonge le matin en général, toujours le matin parce que c'est là où il y a le moins de vent, le moins de vagues, et on plonge à jeun. Donc Ah oui, à jeun, ouais. ouais, Ok. on est Ce qui fait quasiment sens. à jeun. Ok. Donc en général, on plonge entre 8 et 9 heures, on va dire. Et on va regarder aussi l'état de la mer, on va regarder les vents, les courants, etc. pour anticiper si la mer est praticable ou pas, quoi. Waouh. Mm. Et enfin, comment tu vérifies que du coup tu as bien atteint le score? C'est le sondeur qui peut dire que C'est t'es bien allé tout en bas. pour moi ou pour les autres? Ceux qui sont à la surface? Ouais, pour celui qui te met là pour l'arbitre, j'imagine, qui te met le carton jaune, carton Ah, blanc ou. en compétition. Ouais, en compète. Alors, il y a différents critères. Déjà, il faut aller toucher la profondeur cible. Donc, si j'annonce 110 mètres, il faut que j'aille toucher 110 mètres. Et comment on voit que tu l'as touché du coup? Attends, Ah, ok, excuse-moi, je suis parti un peu. trop pressé. Donc, j'arrive en bas. En fait, il y a un plateau. Ok. Il y a un plateau sur lequel il y a attaché ce qu'on appelle des tags. En fait, les tags, c'est comme des étiquettes, si tu veux, des velcro qu'on vient décrocher. C'est pas bête. Et en fait, Ouais. ce velcro-là, on doit le remonter à la surface pour Ok. le montrer au juge. On a aussi notre profondimètre. On a le profondimètre officiel de la compétition où le juge, en fait, il regarde si on a été à la profondeur annoncée. On doit montrer le tag et on doit faire un protocole de surface pour montrer qu'on est conscient et bien présent, quoi. Donc on doit enlever, par exemple, moi j'enlève mon pince-nez,
je fais ce signe et je dis Le fameux signe. I am OK. Voilà. Ah, c'est ouf. Ouais. Et t'as déjà eu ce truc en compétition où, je sais pas, j'ai n'importe quoi, tu veux plonger à 110 mètres, t'es à 105, tu te dis putain, je vais pas réussir, c'est chaud. Et du coup, tu forces le truc, Ouais. quitte à prendre un peu de risque. Bah, Ça t'arrive souvent, ça? moi, personnellement, ça m'arrive jamais. Parce que, en fait, ce qui se passe quand tu fais ce qu'on appelle un early turn, donc c'est tourner avant l'objectif, la raison principale, c'est les oreilles. Ok. Voilà, c'est Donc c'est pas le manque d'oxygène en soi. Non, ça va être la capacité à compenser les oreilles. Si tu peux plus compenser ton oreille, tu es obligé de tourner, tu es obligé de remonter. Sauf si tu veux aller te péter un tympan à 100 et quelques mètres. En général, tu tournes. Ça pourrait en plus là, ça Voilà. pardonne pas quoi. Ouais. Et moi, pourquoi je te dis que je tourne pas? Parce que j'ai cette chance, cette faculté à arriver à compenser mes oreilles de manière assez instinctive et de manière assez facilement à très grande profondeur. Mais quand tu remontes, t'es essoufflé ou en vrai tu t'aurais pu rester plus longtemps sous l'eau? Bah, sous l'eau, tu ressens pas cette forme d'essoufflement. Par Ok. contre, tu ressens l'envie de respirer qui va se manifester par des spasmes du diaphragme. Je pourrais te montrer une vidéo où en fait tu vois vraiment mon diaphragme et mes côtes qui bougent. En fait, c'est mon diaphragme qui se manifeste. Mais l'envie de respirer, c'est quoi? On va dire, t'as pas envie de respirer toi, c'est vraiment ton corps qui se dit j'ai pas d'air, donc c'est un mécanisme, je pense, d'instinct quoi. C'est pas une question de plus avoir d'air ou en Ok. fait t'as les poumons qui se vident d'air. Ouais. C'est une question en fait de pression partielle de CO2, de dioxyde de carbone en fait. Ok. En gros, ce qui va te donner l'envie de respirer, c'est pas la baisse de l'oxygène, c'est l'augmentation du taux de CO2. Ok. Et en gros, quand tu as cette augmentation de CO2, tu n'as pas envie de respirer, mais tu as envie d'expirer. C'est une petite nuance qui fait toute la différence. Parce que t'expires du CO2. Voilà. Ouais, Et en fait, ok. nous, dans la respiration, on inspire de l'oxygène, entre autres. Cet oxygène vient nourrir nos muscles, nos cellules, etc. Et il vient en fait ensuite produire du CO2. Mais Que t'expires. en apnée, on est en circuit fermé. Donc on n'expire pas notre CO2. Ce qui fait que quand tu arrêtes de respirer, avec le temps, et encore plus moi quand je suis en mouvement, parce que je viens créer encore plus du CO2, parce que je bouge, parce que mes muscles sont en fonction, etc. Donc le CO2 monte. Et après, moi, je suis aussi dans une phase où mon hypoxie, enfin mon oxygène descend aussi. Donc j'ai la rencontre des... Ouais, les deux, ça s'inverse, quoi, on va dire. Voilà. Et en gros, au départ, bah, on apprend à discerner ces signaux et puis les apprendre et les dépasser, quoi. C'est incroyable. Ouais. Je finirai sur une dernière question. Actuellement, j'ai plus le record dans ta discipline. C'est quoi le record Dans ma discipline, c'est 136. 136. Ouais. C'est énorme. Et entre guillemets, ce serait quoi le facteur ou les facteurs limitants aujourd'hui? Est-ce que ce serait qu'est-ce qui empêcherait peut-être que demain, j'en sais rien, on aille à 200 mètres? Est-ce que ce serait les oreilles? Est-ce que ce serait trop de pression sur le corps humain? Peut-être, je sais pas, le manque de... Au final, peut-être que tu as trop de CO2 dans ton corps, que du coup, peut-être que c'est impossible. Ce serait quoi, du coup, les facteurs? Bah, aujourd'hui, on n'est pas capable de dire jusqu'à quelle profondeur l'homme est capable de descendre en apnée. Ok. Voilà. Donc ça, c'est un fait. Mais d'un point de vue, on va dire, physiologique, anatomique, je pense que ce qui pourrait limiter la progression dans les années à venir, ce serait plus lié à tout ce qui est problème de décompression. Maladie de décompression, donc c'est ce qu'on a en plongée bouteille. Par exemple, si tu remontes trop vite d'une plongée en bouteille, tu as les bulles en fait, d'azote qui viennent se loger dans ton corps et qui peuvent venir paralyser, etc. Et nous, en apnée très profonde, on peut être soumis aussi à ce genre de risque et de danger. Donc je pense que passer une certaine profondeur, on met notre corps en exposition à ce genre de risque. Waouh. Et bon, j'ai encore une autre question qui m'est venue. En fait, je me rends pas compte, quand nous on parle de 136 mètres, etc. Oui. Là, quand tu vois généralement dans les océans, c'est quoi la profondeur en fait de l'océan? C'est en parlant de kilomètres? Oui. J'en ai aucune idée, mais en fait, ça va dépendre de là où tu te trouves. La
l'endroit le plus profond des océans, Je le connaissais en plus. C'est dans le Pacifique. Ouais, C'est la fosse des Mariannes. ok. Elle fait 11 000 mètres de profondeur. Donc, on a un 11 peu, km quoi. on a un peu de rab. Ouais. Ouais, c'est fou. En Voilà. fait, je serais tellement curieux de savoir, tu sais, comment est la vie. Tu sais, Ouais, ne sous serait-ce l'eau, quand t'es à 111 mètres. Je sais pas, il y a des poissons à 111 mètres? T'as Ouais, des bien poissons, sûr. t'as une vie Ouais, quand même. ouais, enfin, bien sûr. Bah, les cachalots, ils descendent à plus de 2000 mètres. Hein. Putain, c'est ouf. Ouais. Tu vois, en fait, t'as vraiment un monde qu'on connaît pas, quoi. Ouais, C'est ça qui est incroyable. Le fond des océans a été très peu exploré. Hein. Putain, Ouais, c'est je ouf. pense qu'on en connaît plus sur les sommets à 8000 mètres Ouais, c'est vrai. que sur les fonds. Alors qu'il y a autant à voir, quoi. Après, c'est. Ouais, après la vie, Ouais. elle se raréfie. Hein, Ouais, mais je pense que ouais, il y a des choses assez extraordinaires au fond. Ouais, c'est génial. Bah écoute, en tout cas, j'ai adoré ce podcast. ouais, trop cool. Ben, moi aussi. C'était un vrai Franchement, plaisir. c'était. Tu vois, on a parlé bon, de ce que je t'ai dit un peu, tu vois, mais Ouais. je t'avais dit, c'est possible qu'on dévie un peu, mais Ouais. c'était pour la bonne cause, j'imagine. Ouais, très très cool. Hein. Donc j'ai adoré. Écoute, bah, je pense Bah, c'est que. souvent c'est des sujets qu'on n'a pas trop l'habitude oui. d'entendre, qui sortent un peu des sentiers battus. Et je trouve que l'apnée, ça laisse jamais trop indifférent, tu vois. C'est sûr. Soit ça fait peur, soit ça passionne, tu vois. Mais il n'y a pas d'entre... Ah, tu fais de l'apnée? Ah, ok. Je suis vraiment, je suis vraiment, mec, en plus, je suis tellement curieux Ouais, que non, ça mais m'intéresse. c'est cool. Et je te Ouais. dis à l'occasion, peut-être essayer de voir pour mon rapide, hein, tu vois, faire une petite session, Ouais, je te dirai. ouais, carrément, avec plaisir. Moi, après, moi, Toi, tu bouges beaucoup mes aussi. stages, je les fais souvent à Lanzarote, Ouais, au Canary. Ouais. Là, j'y retourne au mois d'octobre, j'en refais un. Là, cet été, là, ça va être un peu compliqué, mais ouais, on peut se caler. De toute façon, on a dit, elle est longue. Ouais, on a le temps de carrément. faire les trucs. Ouais. Et peut-être carrément le filmer, tu vois. Ce serait cool, Ce hein. serait génial. Ouais. Bah, si tu. Je sais pas, là, ça fait peut-être un peu court pour toi, mais tu vois, au mois de juin, là, je vais me préparer à Nice Ok. pour les championnats de France. Si jamais ça te dit de passer. Faut qu'on s'en parle dès qu'on a fini le Ouais, podcast. Faut qu'on s'en parle. Ouais. Mais écoute, en tout cas, merci d'être venu, Mathieu. Je t'en serre la main. Un grand plaisir. Honnêtement, c'était sincèrement un plaisir. Ouais. Où est-ce que Partagez. les gens ils peuvent te suivre, etc. sur LinkedIn, Insta? T'as une caméra qui est juste ici. Bah sur LinkedIn, je suis assez actif. Je poste 1 à 2 fois par semaine. Et sur Instagram aussi, je partage mon quotidien à travers vidéos, photos. Voilà. Mes deux Ouais. réseaux. Sur LinkedIn, j'avoue que en plus, les posts sont intéressants, tu vois, parce que Ouais. souvent, t'as des posts, voilà, c'est comme partout, faut trier. Ouais. Mais les tiens, ils sont vraiment intéressants. Cool, Parce merci. que, bah, en fait, tu parles de ton sport, mais pas que, tu donnes Ouais, aussi des leçons. j'essaie de faire des Ouais. parallèles avec le monde de l'entreprise. Parce que moi, j'interviens pas mal en entreprise sur des sujets, comme tu as vu, sur le mental, sur la gestion du stress. Je fais des conférences, je donne des stages, etc. Donc, c'est pour moi le réseau d'acquisition principal. Ouais. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais c'est ça, si vous voulez aussi des conférences, voilà, où on parle de mental et d'autres choses, que vous l'avez compris, bah, Mathieu, pareil, vous pouvez le contacter sur LinkedIn ou Instagram. Ouais. Et nous, on mettra tous les liens en commentaire. Quant à moi, bah, je vous dis merci une fois de plus d'écouter le podcast. À chaque fois, je me répète, mais il y a de plus en plus de personnes qui l'écoutent. Donc c'est grâce à vous si on peut avoir des invités comme Mathieu, etc. Où on a vraiment des... C'est pertinent, quoi. C'est trop cool, les discussions qu'on peut avoir. Donc voilà, abonnez-vous à Mathieu, abonnez-vous aussi à nous, mettez un commentaire, la cloche, vous connaissez tout ça. Et nous, on se voit lundi pour un prochain épisode. C'était Mathieu et Quentin. Prenez soin de vous, les boys. Ciao, ciao.